Alors je vous place donc, alors ça c'est le titre, je vous place à l'image les références que je vais citer. La peste est-elle restée à l'écart de l'Afrique subsaharienne? On pourrait le penser au vu de la littérature, de l'état de la littérature académique. Vous trouverez en effet fort peu de travaux concernant la présence et l'impact en Afrique subsaharienne des grandes épidémies de peste, la peste justinienne et la peste noire, qui ont frappé d'autres régions du Vieux Monde. Patrick Boucheron en a présenté une très utile synthèse dans la 9e séance de son cours de cette année, séance à laquelle je vous renvoie. Il s'agit, vous le verrez ou l'avez peut-être déjà vu, d'un domaine de recherche assez neuf en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, un domaine qui cherche explicitement, et c'est à mettre au crédit des auteurs et autrices, à interroger un silence, pour le dire comme Gérard Chouin, ou encore à placer l'Afrique sur la carte de la peste, pour le dire comme Monica Green. Domaine neuf qui jalonne les possibilités d'un rôle historique de la peste dans l'histoire subsaharienne, plus qu'elle ne met en évidence ce rôle, car les preuves, il faut bien le reconnaître, sont difficiles à apporter. Les sources narratives, généralement les plus probantes, en dépit de ce que Patrick a appelé leur dramaturgie, sont absentes en Afrique, à l'exception de l'Éthiopie. Les preuves matérielles, c'est-à-dire archéologiques, archéothanatologiques, paléo-microbiologiques ou encore génétiques, sont dépendantes de longs et coûteux travaux de terrain et analyses de laboratoire. Point de peste, donc, pour l'instant, en Afrique, dirait-on. J'accepte de cette affirmation les travaux d'anthropologie de la santé portant sur la présence de la peste aujourd'hui en diverses régions d'Afrique, par exemple à Madagascar, et je vous renvoie aux travaux de Jenis Sodikoff, collègue de Nuket à Rutgers University, ou encore aux travaux de génétique comparée à partir des souches actuelles de Yersinia pestis, présentes en Afrique à l'état rampant, mais aussi en Inde, dans le Pacifique ou encore aux États-Unis, travaux qui permettent par exemple à Monica Green de reconstituer une possible souche africaine. On pourrait dire en somme que la peste en Afrique intéresse les spécialistes du contemporain, mais n'a guère intéressé les spécialistes du passé de l'Afrique. On pourrait dire encore que la peste est un révélateur de plus des biais de perception qui nous font voir l'Afrique comme à la fois présente et passive, dépourvue d'histoire en même temps que d'agentivité. En somme, ce n'est peut-être pas que la peste soit restée à l'écart de l'Afrique, mais que nous ayons tenu l'Afrique hors de portée de la peste. Alors, si les sociétés africaines sont dignes d'histoire, ce qu'elles sont, peut-être méritent-elles d'avoir connu la peste. Or, c'est, ou du moins ce devrait être, une évidence, et c'est le sens de l'effort historien que mènent toutes les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur le passé de l'Afrique, un effort redoublé en ce qu'il consiste toujours d'abord à déjouer le déni d'histoire. C'est une évidence que les sociétés africaines ont toujours été coprésentes avec les autres sociétés du monde, c'est-à-dire pleinement partie prenante de la marche comme des accidents du monde. Plus encore, si l'on veut montrer, comme je le fais dans mon cours ici au Collège de France, que les sociétés africaines antérieures à l'époque moderne ne se sont pas contentées d'être médiévales au sens où elles étaient coprésentes avec les sociétés médiévales islamiques ou européennes, mais qu'elles ont participé à un certain régime de connectivité qui nous aide à définir le Moyen-Âge, alors peut-être faut-il considérer la peste comme le test de cette relation. Puisque Yersinia pestis emprunte les caravanes et les navires, suit les marchands le long des voies de commerce, passe par les ports et les grandes villes, dessine en somme la carte des articulations du monde, la présence de la peste en Afrique subsaharienne apporterait la preuve de la pleine appartenance de l'Afrique à ce monde. L'hypothèse est valide. Elle est a priori séduisante. Elle fonctionne de façon inductive, comme c'est souvent le cas des hypothèses qui séduisent, ce qui n'est pas illégitime. Cette hypothèse permet en effet de poser que si l'on cherchait et trouvait ce que la documentation ne permet pas pour l'instant de déduire, nous pourrions peut-être apporter cette preuve manquante tout en réduisant l'exception apparente de l'Afrique devant la peste. Toute chose étant égale
Par ailleurs, le besoin de cette hypothèse de la peste en Afrique me fait penser aux hésitations des positionnements des chercheurs et des médias face à l'épidémie de Covid aujourd'hui. L'Afrique serait-elle moins touchée parce qu'elle est singulière, parce que les Africains et les Africaines auraient développé des résistances biologiques ou des précautions sociales ? Ou bien l'Afrique serait-elle touchée mais souffrirait-elle d'une carence d'appareils politico-sanitaires et d'organismes de statistiques, c'est-à-dire de puissance documentaire ? Je ne répondrai pas à cette question complexe, mais me contenterai de pointer que les historiens et historiennes de l'Afrique sont pris dans une pareille oscillation entre deux soupçons. D'une part, le soupçon heuristique que le bacille de la peste pourrait s'être caché dans la documentation que nous n'avons pas, documentation écrite absente d'Afrique subsaharienne, comme je l'ai dit, documentation archéologique pour l'instant muette, faute peut-être de recherches suffisantes, faute de la bonne approche méthodologique, faute de la bonne question de recherche posée sur le terrain ou au laboratoire. D'autre part, le soupçon épistémique d'un préjugé à l'égard des sociétés africaines, un préjugé qui consisterait à croire que les sociétés africaines du passé ont été ou bien trop singulières ou bien trop isolées pour avoir été touchées par une pandémie connective. Comme tout le monde, je balance entre ces deux soupçons, ne sachant pas trop quel rôle accorder dans la narration du passé à une absence de preuve, qui ne peut pas être la preuve d'une absence, mais ne peut pas être non plus l'indice d'une présence. Permettez-moi d'apporter une précision qui me permettra également d'exposer ma position. Il est indiscutable que les sociétés africaines ont toujours eu affaire, comme c'est le cas des autres sociétés du Vieux Monde, à des fléaux, des épidémies de toutes sortes, peut-être même à une présence récurrente de la peste ou de peste au pluriel. Rien de plus normal. Patrick Boucheron, dans son cours, rappelait bien que la peste, ou plus exactement les fièvres, les pestilences et les peurs qui détruisent la société, débordent toujours toute tentative d'identification biologique, de situation géographique et de périodisation chronologique. Là où une documentation écrite est d'ailleurs disponible, par exemple en Éthiopie, cette présence récurrente ressort clairement de l'étude que Marie-Laure Dora, toujours en bibliographie à l'image, a consacrée à ce sujet, montrant que des fléaux épidémiques nommés par les sources, mais aussi des mesures sanitaires prises par le pouvoir royal, ou encore des croyances et des institutions qui répondent à ces fléaux épidémiques sont omniprésents dans les sources. Parmi eux, un possible épisode de peste, je veux dire de vraie peste, au XVe siècle. Le point où il me semble en revanche impossible d'aller dans l'état actuel de la recherche, c'est d'affirmer que les deux grandes pandémies globales de la peste auraient joué en Afrique le rôle que l'on veut leur faire jouer, dévastant les populations et ruinant les grandes formations politiques. Je m'y refuse, à la fois par conservatisme documentaire, je le confesse, et parce que je ne crois pas que les causalités qu'on fait jouer à la peste soient les bonnes. On a vu au cours des toutes dernières années fleurir dans la littérature académique deux séries d'hypothèses relatives à la peste en Afrique subsaharienne. La première fait intervenir un épisode au 5e, 7e siècle, par conséquent de façon contemporaine avec la peste de Justinien du 6e, pour expliquer par exemple la chute de la civilisation d'Aksum dans le nord-est africain, voir l'article de Johannes Gebrselassie, ou encore un phénomène de dépopulation massive qui serait intervenu dans le bassin du Congo, en Afrique centrale, voir l'article de Zeidensticker et collaborateurs publié en février 2021, donc tout dernièrement, dans Science Advances, qui a bénéficié d'un important relais dans la presse de vulgarisation scientifique. Les auteurs s'appuient sur une analyse statistique de plus d'1 millier de datations radiocarbone disponibles pour cette région pour la période des derniers millénaires avant le présent. Je fais figurer leur graphique à l'image qui fait apparaître ce que les auteurs appellent un effondrement, collapse, entre 400 et 600 de notre ère. Cette publication s'est attirée plusieurs réponses immédiates de la part d'autres auteurs, Bernard Clist et plusieurs collègues, réponses pour l'une d'entre elles publiée dans la même revue, toujours en février dernier, ainsi que dans un autre article encore non publié, mais disponible sous forme de preprint. Je remercie au passage Bernard Clist de me l'avoir communiqué. Ces auteurs contestent la représentativité de l'échantillon statistique de Zeidensticker
et propose une autre méthode basée sur un échantillonnage à la fois plus ample et mieux étayé en termes archéologiques. Si Clist et ses co-auteurs ne contestent pas la quantité moindre de données observables pour la période entre 500 et 1000, voici le résultat de leur étude statistique. La carte qui nous concerne, c'est celle 1500 à 1000 BP, donc avant le présent, donc entre 500 et 1000, c'est la deuxième carte, c'est la carte du milieu à gauche. Ces auteurs, je ne sais plus où j'en suis, ne contestent pas la quantité moindre de données observables pour la période entre 500 et 1000 de notre ère. Ils observent en premier lieu qu'elle ne fait pas apparaître une chute catastrophique du nombre de données disponibles, et ils contestent en second lieu que cette quantité moindre de données pour cette période corresponde à un effondrement social. Ces auteurs estiment en effet que le nombre de datations disponibles, loin de fournir une représentation proportionnelle du nombre d'occupations, fournit d'abord et avant tout une image de l'activité des archéologues, de leur moindre intérêt pour cette période, ou encore des méthodes différentes de terrain conduisant à effectuer pour cette période moins de datation sur les sites. Autre argument mis en avant par Clist et ses collègues, la moindre quantité de données pour la période considérée pourrait être liée à un regain majeur de la forêt équatoriale sur les clairières antérieures, regain bel et bien documenté, qui pourrait fort bien rendre compte d'une moindre conservation des sites d'habitat datés entre 500 et 1000. Nous touchons là une explication faisant intervenir une combinaison de facteurs sociaux, environnementaux et taphonomiques, c'est-à-dire liés à la conservation des vestiges. Une explication qui n'exclut pas la peste, mais qui épaissit l'intrigue. J'ai bien dit intrigue, car oui, en parlant de la dramaturgie interminable de la peste, comme le faisait encore Patrick Boucheron dans son cours, nous parlons moins de ce que la peste fait aux sociétés que de ce que les sociétés font de la peste. En somme, en résistant à l'explication de la peste, nous sauvons peut-être l'histoire, comme le disent Bernard Clist et ses collègues. En tout cas, nous retardons l'entrée sur la scène de l'histoire d'un Deus ex machina, la machinerie d'un personnage extérieur intervenant de façon omnipotente dans l'intrigue. Ne pas résister à de tels Deus ex machina, c'est-à-dire faire de la peste un moteur de l'événementialité historique en Afrique, ce serait transposer dans le passé ce soupçon de passivité des sociétés africaines que j'évoquais tout à l'heure. Autre série d'hypothèses relatives à la peste en Afrique, celle faisant intervenir cette fois un possible épisode épidémique contemporain de la peste noire du XIVe siècle, ou plutôt autour des XIVe, XVe siècles. Je mentionnerai rapidement ici les articles de Daphné Gallagher et de Gérard Chouin, dont certains figurent sur ma diapo. Ces publications font intervenir l'arrivée de la peste en relation avec les routes commerciales transsahariennes pour expliquer des phénomènes de dépopulation qui seraient intervenus respectivement dans la région sahélienne et dans la région du golfe de Guinée. L'argumentaire des auteurs, cette fois, ne s'appuie pas sur des analyses statistiques de données radiométriques, mais sur l'observation archéologique de l'abandon de nombreux sites d'habitat, voire la désertion de certaines régions et le déclin de certaines formations politiques. Ces observations archéologiques, aussi intuitives qu'elles soient, me paraissent fondées. Il est en effet remarquable que quelque chose se passe aux alentours de la fin du XIVe siècle et du début du XVe, avec la disparition du royaume de Kanem aux abords du lac Tchad, le repli territorial du Mali, pourtant à son apogée quelques décennies plus tôt, ou encore la désertion d'un certain nombre de sites comme Djenné-Djéno au Mali, ou bien de sites fortifiés le long du golfe de Guinée, par exemple au Nigeria actuel, ou encore le long de la côte orientale d'Afrique. Ce quelque chose me paraît si synchrone, en tout cas vu depuis une certaine distance, qu'il me paraît même de nature à permettre de clore la période médiévale vers cette date. Toute la question est, quel est ce quelque chose qui se passe ?
J'avancerai ici rapidement quelques arguments relatifs, non pas à la valeur des observations qui sont faites par les auteurs et autrices que j'ai mentionnés, mais à la nature du phénomène que l'on cherche à expliquer par la peste. En premier lieu, je ferai remarquer, sur la base des travaux à nouveau de Marie-Laure Dorin, que l'épisode épidémique, peut-être même s'agit-il de la peste noire, qui est le mieux documenté par les sources éthiopiennes, intervient au XVe siècle, sous le règne du roi Zara Yacob, c'est-à-dire à l'apogée de l'extension territoriale et de la puissance politique de ce royaume chrétien. S'il faut évidemment reconnaître l'incidence démographique des épidémies de peste en général, voilà de quoi alimenter le doute au sujet du raccourci romantique consistant à lier catastrophes naturelles et déclin des civilisations politiques et des formations politiques. Je ne peux évidemment pas discuter cette question ici, qui déborderait largement mon propos, mais il y a fort à parier qu'en Afrique subsaharienne, comme ailleurs au Moyen-Âge, même là où la peste est passée parmi les populations, les pouvoirs, eux, s'en sont assez bien tirés. Mais surtout, c'est la question de la désertion des sites et du dépeuplement qui m'interroge. Car si quelque chose se passe au tournant du XIVe et du XVe siècle en Afrique subsaharienne, c'est autant un phénomène d'abandon de sites qu'un phénomène tout aussi flagrant de nouvelles fondations. On ne peut guère, à mon avis, prendre Djenné-Djéno, d'ailleurs le seul site ayant fait l'objet d'une fouille un peu extensive en Afrique de l'Ouest, comme exemple de désertion, sans faire entrer dans le tableau la ville nouvelle fondée à quelques kilomètres de là, à la même époque, Djenné, véritable médina musulmane. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, une relocalisation urbaine des habitants à la faveur de leur islamisation. Relocalisation qui leur permit de se doter d'une nouvelle identité religieuse, en même temps que d'un nouvel ossuum urbain et d'une nouvelle narration de leur propre histoire, faisant intervenir un nouveau récit de fondation. Ce phénomène de fondation qui accompagne le phénomène d'abandon est spectaculaire. Il concerne les cités Aoussa, pardon, je situe tous ces lieux sur la carte. Il concerne les cités Aoussa qui apparaissent entre le sud du Niger et le nord du Nigeria au XVe siècle, Harar en Éthiopie musulmane ou encore les cités-États swahili comme Kilwa en Tanzanie. Ces nouvelles fondations urbaines n'apparaissent pas comme des refondations survenues après des épisodes traumatiques, mais bien plutôt comme des relocalisations sans discontinuité. Là où ils existent, à Harar en Éthiopie, à Kano au Nigeria, à Kilwa en Tanzanie, les récits d'origine de ces communautés urbaines ne se souviennent nullement de l'arrivée de la peste. Si quelque chose est arrivé le long des voies commerciales, qui justifie dans la mémoire le statut urbain de la communauté, ce quelque chose qui est arrivé, c'est l'islam. Et avec lui, l'écrit, le droit islamique, le sentiment d'une commune appartenance avec des mondes lointains. De telles relocalisations ne concernent pas que les villes, elles concernent parfois toute la géographie politique d'une région. Ainsi, la désertion politique du Kanem, au nord du lac Tchad, resterait une illusion d'optique si l'on ne faisait pas entrer dans le tableau le déplacement des élites kanémis vers les rives sud du lac Tchad avec la fondation concomitante du Borno, phénomène bien illustré par les sources arabes comme par les chroniques bornoanes. Quant au déclin du royaume du Mali, en tout cas déclin documentaire dans les sources arabes, il correspond à un repli territorial causé par la concurrence économique d'un nouveau pôle urbain autonome autour de Tombouctou et de Gao. En somme, quelque chose se passe, oui, mais ce quelque chose pourrait bien être lié non pas tant à un effondrement démographique qu'à la mise en place d'une nouvelle géographie politique dans certaines régions d'Afrique. Une nouvelle géographie non pas causée par, mais permise par l'accélération de l'urbanisation, l'accélération de l'islamisation, le glissement des routes transsahariennes vers le Sahara central, l'approfondissement en direction du sud des pôles urbains qui alimentent le commerce transsaharien et transocéanique en esclaves. Je crois que la peste
même si on la trouvait et si on la prouvait sur un site archéologique d'Afrique subsaharienne, et j'ajouterais même quand on la trouvera dans un site archéologique d'Afrique subsaharienne, ne servirait à rien pour expliquer ces mutations. Pire, je crois qu'elle ferait intervenir un deus ex machina et un dénouement trop rapide, là où l'on commençait à espérer le déploiement de l'intrigue. Je vous remercie.